Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'En français depuis le Kurdistan. Une émission en français donc, et qui traitera de sujets aussi divers que la culture, l'histoire, la politique ou la société du Kurdistan principalement, mais aussi de la région en général. Je suis Armand Jamad, je suis franco-kurde, installé dans la région du Kurdistan depuis plusieurs années, et je présenterai cette émission depuis nos locaux de Kurdistan In, à Erbil, dans la région du Kurdistan. Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Roussel. Cyril Roussel, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette émission et bienvenue dans nos locaux de Kurdistan In à Erbil. Donc Cyril Roussel, vous êtes géographe, vous êtes chercheur au CNRS. Vous avez fait une thèse sur le sud de la Syrie entre 2000 et 2006, plus précisément sur la région de Soueïda, donc qui est une province druze du sud syrien, et sur la région de Dara, qui est une province sunnite. Par la suite, vous avez travaillé sur les réfugiés irakiens qui se déplaçaient à Damas. Vous aurez peut-être l'occasion de nous en parler un petit peu plus tard sur ce qu'étaient ces recherches. Ensuite, en 2010, vous avez eu un poste à Amman, en Jordanie, en tant que chercheur à l'IFPO, donc l'IFPO qui est l'Institut français pour le Proche-Orient, avec un projet de recherche sur la Syrie toujours. Donc malheureusement, en 2011, c'est le début de la guerre en Syrie, et donc ça devient compliqué pour vous de travailler sur ce terrain-là. Et vous travaillez donc sur les réfugiés syriens qui arrivent justement en Jordanie, où vous êtes en poste. Et à partir de cette année-là, 2011 toujours, vous commencez à découvrir et à vous intéresser à la région du Kurdistan, donc en Irak, qui va devenir votre terrain de recherche en fait. Vous vous intéressez plus particulièrement au déplacement depuis cette région du Kurdistan vers les pays limitrophes que sont l'Iran et la Turquie, mais aussi avec le reste de l'Irak fédéral comme on dit. Vous quittez votre poste à Amman en 2015 et vous travaillez 4 ans à l'université de Poitiers, mais toujours sur le Kurdistan. Et donc depuis 2019, vous êtes en poste à l'IFPO, donc toujours l'Institut français pour le Proche-Orient, mais à Erbil cette fois-ci. Donc Cyril Roussel, première question, pouvez-vous un petit peu nous parler des dernières recherches que vous faites en ce moment? Je crois que vous repartez bientôt pour Poitiers. Quelles étaient vos recherches sur ces dernières années à Erbil? Alors, la principale recherche que je mène là depuis 2 ans maintenant porte sur la place des déplacés de l'Irak fédéral dans la région kurde, plus particulièrement sur 2 zones, 2 terrains qui m'intéressent par-dessus tout. C'est les banlieues autour d'Erbil et les régions qui se trouvent entre le gouvernorat d'Erbil et le gouvernorat de Mossoul, puisqu'on a la présence de plusieurs camps de déplacés de l'Irak fédéral, donc de la période de Daesh, de la guerre contre l'État islamique, qui se termine en 2017, et où là, on a effectivement une problématique intéressante, c'est celle de la difficulté, voire de l'impossibilité du retour de ces déplacés dans leur lieu d'origine. Pourquoi ces 2 espaces? Il y a un espace de camp, et il y a un espace qui est périurbain. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Erbil, on va parler de ces villes satellites, Benaslawa, Baharka, Daratou, qui sont des villes où le prix du foncier, le prix de la location d'une petite maison, d'un appartement, n'excède pas 150, 200, 250 $, contrairement aux régions centrales d'Erbil, et où effectivement des populations kurdes, mais aussi réfugiés et déplacés, tentent de cohabiter
et crée finalement, sociologiquement, des dynamiques qui sont intéressantes à étudier, aussi bien au niveau économique, c'est-à-dire comment ils s'intègrent sur le marché du travail, au niveau des stratégies résidentielles, pourquoi ces populations venues d'ailleurs ont choisi d'habiter là, et surtout est-ce qu'ils sont venus directement, est-ce qu'on n'a pas, avant leur installation, qui en plus peut être provisoire, hein, nous, on a une vision sur le long terme en tant que chercheurs, et souvent, ce sont des populations qui se sont déjà déplacées à plusieurs reprises, qui ont vécu 2 ans dans un endroit, qui sont peut-être passés par un camp, qui sont sortis du camp, voilà, donc ce qu'on appelle, nous, des stratégies résidentielles, c'est-à-dire construire finalement un parcours de résidents dans des endroits où on peut résider. Donc là, j'ouvre aussi une problématique dans un conflit comme celui de l'Irak, où certaines populations sont cantonnées, voire ont des difficultés pour habiter certains lieux. On pourrait y revenir. Et là, le fait de comparer ces 2 espaces, c'est-à-dire l'espace du camp et l'espace d'habitation hors camp, me permet d'avoir une réflexion globale sur le devenir de ces populations déplacées en Irak dans une période de post-conflit, qu'on appelle ces périodes de reconstruction. Mais dans les périodes de reconstruction, il n'y a pas que de la reconstruction matérielle, mais bien de la reconstruction de société. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre le vivre ensemble, et ça pose parfois des problèmes, notamment dans des zones comme Mossoul, comme autour de Mossoul, où la présence de groupes armés peut effectivement être dissuasif pour une certaine catégorie de ces populations déplacées qui préfèrent attendre, rester ailleurs, parce qu'elles ne se sentent pas forcément sécurisées dans le retour sur le lieu d'origine. Donc voilà, c'est un petit peu, moi, tout ça qui m'anime, c'est comprendre comment finalement, dans un pays qui sort d'une guerre, eh bien, les liens se reconstituent, se recomposent, et comment de nouveaux territoires, avec des populations qui se mélangent, peuvent refaire société. Et est-ce que ça génère de nouveaux conflits ? Est-ce que ça générera de nouveaux conflits ? Ou bien est-ce qu'on peut imaginer qu'une nouvelle société se réinvente, plus multiconfessionnelle ? Voilà, ce sont des questions que je me pose, en tout cas actuellement depuis plusieurs années, mais particulièrement avec ce terrain autour d'Erbil, entre Erbil et Mossoul, sur une zone que je trouve très intéressante et qui est effectivement très riche pour ce genre de problématiques. Oui, donc voilà, ça c'est pour ce qui est de vos derniers travaux. Tout à fait. Pour revenir peut-être un petit peu en arrière et expliquer à nos auditeurs plus précisément votre travail. Donc vous m'expliquiez tout à l'heure qu'un géographe s'intéresse à la mise en pratique ou en œuvre des politiques et des visions des dirigeants sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Et c'est ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser plus particulièrement à la région du Kurdistan? Vous étiez quand même déjà Proche-Orient depuis un petit moment, mais si vous pouviez nous parler de ça. Le géographe a comme objet l'espace. L'espace, c'est le niveau zéro, avant finalement qu'une société humaine commence à y porter une marque quelconque. À partir du moment où une société humaine prend possession d'un espace, commence à montrer une appartenance avec cet espace, à s'identifier à cet espace, on parle d'identité spatiale. Quand vous avez l'impression, ou en tout cas l'intime conviction d'être Irbilois ou d'être d'un village quelconque, c'est votre identité liée à un espace qui parle. Vous avez des souvenirs dans votre village, vous vous sentez appartenir à une montagne, à une vallée, à un paysage, à un quartier, à une ville. Ça vous a nourri dans votre construction. C'est une partie de votre identité. Nous, on appelle ça l'identité spatiale. Il y a aussi d'autres types d'identités. La culture, la religion vous apporte une identité. Mais tout ça vont créer un individu. Et nous, en géographie, on s'intéresse à ce passage de l'espace nu à ce qu'on appelle un territoire.
Et pour nous, le territoire, c'est finalement l'aboutissement. Alors pas forcément l'aboutissement, parce que c'est jamais fini, c'est jamais terminé. Donc on ne peut pas parler d'aboutissement, il y a une notion de fin dans aboutissement. Mais c'est surtout comprendre les processus d'appropriation d'un espace par une population. Très concrètement, quand une population s'installe quelque part à l'époque antique, imaginons que vous aviez des steppes vides, quand une tribu s'installe quelque part, elle va l'aménager. Elle va aménager cet espace, à commencer peut-être à définir un lieu pour habiter, proche d'une source, proche d'une rivière, puis ensuite potentiellement élever du bétail, planter des graines. Et donc elle va effectivement lier un lien fort avec cet espace. Avec les siècles, évidemment, on peut imaginer que cette population qui s'est développée va défendre, revendiquer cet espace, le défendre parce que c'est sa ressource financière, c'est une ressource vitale. Et plus les siècles passent, et bien plus ces générations qui vont naître dans cet espace vont être imprégnées et vont défendre cet espace qui va effectivement ouvrir sur des considérations d'État-nation, avec des armées qui vont défendre un espace dans ses frontières, etc. Au Moyen-Orient, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des frontières qui sont relativement récentes. La plupart du temps, elles sont le fruit d'une époque où des puissances étrangères ont dessiné ces frontières, donc qui ne correspondent pas forcément à ces territoires villageois, tribaux, hérités du passé, pour être clair. Et le géographe, justement, s'intéresse à ce lien qui peut se produire entre ces changements, finalement, de pouvoir. Quand un pouvoir s'installe à un endroit, il a une stratégie de contrôle du pouvoir. Et donc, toutes ces décisions, c'est-à-dire tout ce qui est aménagement de cet espace, peut, à mon sens, être lu comme étant une clé pour décoder la manière dont il veut s'approprier l'espace. Et on appelle ça, nous, le territorialiser, c'est-à-dire en faire son propre territoire. Alors là, je reste un petit peu, vague, mais dans des pays comme le Moyen-Orient, où on a des successions de pouvoirs, des guerres, des groupes qui vont prendre plutôt la primauté, qui vont prendre le dessus sur un autre groupe, eh bien à chaque fois on a des changements d'organisation que l'on essaie, nous, de comprendre. Alors, évidemment, les grandes fractures sont pour l'Irak l'arrivée, par exemple, du parti basse, entre l'époque post-bassiste et toutes les années d'aménagement du parti basse. On peut faire une carte de l'Irak et regarder quelles ont été les priorités du système bassiste pour contrôler le pays. Et là, on va décoder la manière dont, depuis Bagdad, le parti a intégré certains groupes, a essayé de clientéliser, de s'appuyer sur certains groupes et donc de développer certains espaces au détriment de la marginalisation d'autres groupes et d'autres espaces. Et donc là, les Kurdes, évidemment, ont payé un lourd tribut. Et on peut le lire à travers tout un tas d'aménagements. Ça peut être les réseaux routiers, ça peut être l'ouverture d'une frontière à tel endroit, pas à une autre, parce que on veut plutôt faciliter la circulation dans un endroit où on a des gens qui travaillent pour nous, que l'on contrôle mieux, et on ne va pas donner cette opportunité à des opposants, potentiellement à des groupes qui sont en opposition avec le pouvoir. Ça peut être le système d'irrigation. On voit bien que, par exemple, dans l'arabisation des territoires disputés, on a une volonté du pouvoir central de favoriser une certaine population au détriment d'une autre. Et la géographie essaie de lire tout cela à travers cette vision que peut avoir un pouvoir de son territoire, la manière dont il contrôle et dont il l'aménage. Et
en disant tout ça, vous comprenez bien que c'est générateur évidemment de conflits, puisqu'on a des populations intégrées, des populations qui sont marginalisées, pouvant nourrir des mouvements d'opposition. C'est ce qui s'est passé avec nos peshmergas dans les montagnes. Et puis des successions comme ça d'événements dans l'histoire. Évidemment, avec la chute du régime de Saddam Hussein, on est passé sur une autre vision, avec une autre façon de contrôler l'Irak. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre à chaque fois qu'on a des périodes de tension. Bien souvent, on a une nouvelle géographie qui va naître avec des nouveaux territoires, puisque certaines personnes sont chassées et remplacées par d'autres. Et dans cette idée d'étudier les déplacés, c'est justement comprendre comment l'Irak d'aujourd'hui fonctionne, qui a accès aux ressources, qui n'a plus accès aux ressources, quels vont être les gagnants et qui sont les perdants. Voilà, j'essaie de résumer un petit peu ma pensée, mais je pense que c'est comme ça que je l'expliquerai le mieux. Donc voilà, tout ce qui m'anime moi aujourd'hui, c'est en expliquant comment fonctionne un territoire et sa population, montrer que finalement c'est une construction, c'est aussi le fruit d'une bataille, d'une lutte permanente, où malheureusement, comme je le disais, tout le monde n'a pas accès aux mêmes ressources, et certains sont parfois même chassés, déplacés, et mis dans des situations d'attente, comme ces populations que l'on retrouve dans les camps, qui ont eu l'erreur ou l'impossibilité de quitter Mossoul pendant l'État islamique et qui se retrouvent maintenant stigmatisés, parce que le pouvoir a changé. On a des milices chiites qui leur refusent le retour, par exemple. Et là, on a un exemple probant, fort, de la manière dont on peut effectivement interdire un territoire à une population qui pourtant était bien originaire de cette zone, mais qui va se retrouver en situation de marginalisation et être finalement perdante dans l'histoire actuelle, en tout cas dans la tournure des événements. Oui, je vais juste préciser peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien la région et l'histoire ancienne ou récente. Daesh a été, l'État islamique en Irak et au Levant, a été vaincu officiellement en 2017. Et donc c'était une coalition de milices chiites reconnue par le pouvoir de Bagdad, soutenue par les Iraniens, mais aussi la coalition internationale ici avec les Peshmerga. Et aujourd'hui, donc ces zones qui étaient occupées par Daesh, qui sont des zones sunnites du nord de l'Irak, sont effectivement sous contrôle du gouvernement central de Bagdad, mais pas vraiment, parce que le gouvernement central de Bagdad ne contrôle pas vraiment le territoire. Donc c'est sous contrôle de ces milices chiites, qui sont pour certaines affiliées à l'Iran, la plupart d'ailleurs, à d'autres chefs locaux parfois. Cyril Roussel, vous avez commencé à vous intéresser, vous, au Kurdistan vers 2010-2011. La situation était bien différente à ce moment-là, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, bien sûr. Pouvez-vous nous parler du changement que vous avez pu observer, vous en tant que chercheur qui étudiez sur le long terme? Qu'est-ce qui a changé pour les Kurdes? Comment étaient-ils à ce moment-là? Comment voyaient-ils l'avenir? Comment s'organisaient-ils justement sur ce territoire et dans quel objectif? Et où en sont-ils aujourd'hui et où vont-ils? Il ne va pas y avoir de surprise dans ma réponse. D'autant que c'est une vision donc de chercheurs étrangers, donc avec une certaine distance, avec aussi toute une marge, on va dire, d'approximation, puisque dans mes premières années, je ne connaissais pas non plus le Kurdistan comme je le connais aujourd'hui. Donc, on n'ouvre pas toujours les yeux de la même manière. Plus on connaît un territoire, plus on connaît la manière de fonctionner, et plus notre regard change. Donc, au départ, l'impression que j'avais, c'est pour ça que j'utilise ce mot d'impression. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui m'a fait revenir, en tout cas ce qui a motivé
mon implication en tant que chercheur, géographe sur l'époque contemporaine, c'était la raison suivante. C'était de me dire, on est dans ce que j'avais appelé dans mes recherches un proto-État, c'est-à-dire un prototype d'État qui n'a pas tous les attributs d'un État, puisqu'il n'est pas reconnu par la communauté internationale, et puis parce qu'il y a aussi une constitution irakienne qui permet à cette région d'exister comme étant une région fédérale, mais qui n'a pas les attributs d'un État, mais qui a en tout cas toute l'apparence d'un État et qui, dans le discours des dirigeants locaux kurdes, on voyait bien qu'il y avait un discours qui œuvrait vers la mise en place de ce que j'ai appelé un proto-État. J'ai repris cette terminologie, elle n'est pas de moi, mais je pense que ce modèle de prototype d'État était quelque chose qui décrivait assez bien la situation, c'est-à-dire un budget dit propre, même si au niveau financier, on était en grande partie dépendant de Bagdad, donc des limites quand même, mais surtout bien une organisation politique, un parlement, un régime, un gouvernement, pardon, donc toutes les apparences d'un régime politique qui fonctionnait assez loin du pouvoir central, le contrôle autonome de ses propres frontières et aussi des frontières internationales, puisque ce n'était pas l'armée irakienne qui contrôlait les frontières avec la Syrie, avec la Turquie, avec l'Iran. Or, dans un État fédéral, c'est quand même le pouvoir central, c'est fait partie des espaces, en tout cas des attributs, des outils régaliens du pouvoir central. Ici, non. Donc un proto-État quand même relativement avancé. Et pour moi, quand je suis arrivé ici, ce qui m'intéressait, c'est essayer de comprendre quel était le projet des gouvernants et surtout donc comment ils pensaient leur région dans un Moyen-Orient en recomposition. On avait des guerres un peu partout. Les Kurdes sont pris dans des mouvements de guérilla depuis longtemps. Et on voyait une région qui essayait d'attirer des investisseurs, qui essayait, sur le modèle des États du Golfe, de créer un territoire propre, avec des dynamiques propres. Et quand je dis dynamique propre, ça veut dire qui se détache de Bagdad, notamment avec des réseaux routiers qui ne sont pas connectés, qui n'étaient pas connectés à Bagdad, mais plutôt qui était, on va dire, la projection de la manière dont les dirigeants kurdes cherchaient à intégrer le Kurdistan dans la région, c'est-à-dire connecter, être un espace de transit commercial entre la Turquie et l'Iran. Donc voilà, faire des autoroutes qui relient et qui font du Kurdistan une zone de transit où on prend, comme quand on fait un pipeline, quand on fait passer une richesse quelque part, eh bien on prend des taxes, on en vit. On parlait d'ouverture de postes douaniers. Donc ce qui m'intéressait, c'était voir comment les dirigeants kurdes essayaient de placer cette région dans une dynamique propre qui allait l'éloigner mathématiquement de Bagdad. Avec derrière, évidemment, des velléités d'indépendance politique. Mais avant de parler d'indépendance politique, il fallait une indépendance économique. Et donc, je pense que la stratégie était de construire ce soubassement ou ces soubassements économiques qui leur permettraient un jour de dire, telle une fusée, on va se détacher du reste. Donc j'ai découvert le Kurdistan et c'était en tout cas l'analyse que j'ai faite. J'ai publié des articles là-dessus en expliquant comment le Kurdistan était cet étage de la fusée qui potentiellement essayait de se détacher de Bagdad. Évidemment avec des liens qu'il maintenait toujours arrimés à Bagdad, mais comment on essayait de se détacher petit à petit
Voilà. Alors, par exemple, en faisant venir des entreprises étrangères, en utilisant l'arme pétrolière, les ressources énergétiques, etc., etc. Et puis arrive évidemment, c'est là où je vais surprendre personne, mais l'arrivée de cet ovni géopolitique, c'est-à-dire l'État islamique, qui là va créer cette séparation physique avec le reste de l'Irak, puisqu'on va avoir bien, encore une fois, un autre projet territorial et politique, qu'on pourrait appeler aussi un proto-État. Ils sont appelés l'État islamique. Oui, l'État islamique, et d'ailleurs, contrairement aux Kurdes, eux battaient monnaie, je crois. Tout à fait. Donc avec ce projet, finalement, d'avoir un système politico-spatial qui séparait finalement le Kurdistan du reste de l'Irak. Donc on revenait sur un Irak divisé en trois, comme à l'époque de l'Empire ottoman, trois régions, mais dans une géopolitique beaucoup plus complexe, évidemment. 3 années et demie où là les Kurdes contrôlent une partie des territoires disputés parce qu'ils avancent, ils maintiennent leur contrôle sur des zones riches, notamment Kirkouk. Et du coup, ils peuvent, pour la première fois de leur existence, penser qu'ils ont un socle économique qui va leur permettre là de se détacher de Bagdad, puisque ils produisaient les ressources pétrolières de Kirkouk. Donc, juste une petite précision pour nos auditeurs. Les régions qu'on appelle disputées en Irak, ce sont des régions qui, pour la plupart, ont été arabisées sous le régime basse, donc les populations kurdes ou d'autres qui étaient déplacées dans d'autres régions de l'Irak, remplacées par des populations autres, arabes souvent sunnites. Et donc la constitution irakienne de 2005 prévoyait que les populations qui avaient été chassées devaient rentrer et que pour ces territoires disputés devaient se tenir des référendums pour savoir si ces populations voulaient justement être rattachées à la région du Kurdistan ou rester une province dans l'Irak fédéral. C'est ce qu'on appelle les régions disputées, que les Kurdes avaient repris à la faveur de la fuite de l'armée irakienne devant l'avancée de l'État islamique, et que les Kurdes contrôlaient de 2014, je crois, à 2017. Tout à fait. Et donc ce socle économique lié à la prise de contrôle de zones très riches en hydrocarbures va faire que là, on va rentrer dans une nouvelle phase de cette construction territoriale, puisque là, on va arriver pour la première fois de l'histoire des Kurdes en Irak, quasiment au contrôle intégral de ce qu'ils considèrent comme étant leur espace vital, puisqu'on a des Kurdes à peu près... alors, dans une certaine mixité, mais en tout cas, on a des populations kurdes qui vont quasiment jusqu'à cette frontière sud de ce que contrôlaient les Peshmerga en 2014. Donc pour la première fois, on a presque l'intégralité de la représentation du territoire kurde qui va être entre leurs mains, et puis surtout le contrôle de ressources financières via les puits de pétrole, etc. Donc là, on a quand même effectivement une époque intéressante qui va ouvrir, bien sûr, ce dont on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un recul progressif des territoires contrôlés par les combattants islamistes, avec une reconquête progressive, comme vous l'avez dit, de l'armée irakienne, épaulée par les milices chiites. Et là, on a une année qui est transitoire, c'est 2017, avec organisation d'un référendum sur l'indépendance du Kurdistan, qui ne va pas être soutenu par la communauté internationale et surtout qui va amener la perte d'une grosse partie des territoires. Voilà. Et donc là, on se retrouve à nouveau dans une situation où le Kurdistan est en dépendance par rapport à Bagdad. Et là, on voit bien comment finalement le contrôle du territoire est une ressource essentielle à la mise en place d'un projet politique. À partir du moment où on n'a plus ces ressources, on n'est plus viable. Et la grosse différence pour moi, pour vraiment faire la boucle et répondre à la question, c'est que
c'est comme si on avait un peu fauché l'herbe sous le pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens, en tout cas, de mener une politique qui va amener un détachement de cet étage de la fusée. Et on est contraint, obligé de revenir dans une intégration nationale, de renégocier avec Bagdad, qui devient de plus en plus fort, qui aujourd'hui, en plus avec la remontée des cours du pétrole, eh bien, arrive effectivement à essayer là, de réintégrer cette périphérie kurde, justement au détriment de cette tentative de s'en séparer. Donc en 10 ans, en 12 ans, effectivement, on voit bien que tout est un processus, en fait. C'est pas parce que on a l'impression que les choses vont se réaliser, c'est pas de dire que ça va se faire. Et ça permet de comprendre aussi qu'au Moyen-Orient, on a tout un tas d'acteurs sur le terrain qui se battent pour le contrôle. Alors là, je me suis placé à l'échelle du pays, mais on peut très bien imaginer une analyse à l'échelle beaucoup plus locale, à l'échelle de ville, à l'échelle de la ville et de ses campagnes, où là, on peut lire évidemment tous ces conflits d'appropriation des territoires. Ça peut être l'eau, ça peut être contrôlé du foncier. Aujourd'hui, avoir la main sur du foncier pour pouvoir bâtir ou sur des maisons qui sont vides pour pouvoir faire du commerce et pour pouvoir les intégrer à un projet de contrôle territorial sont aussi des enjeux très forts, notamment après une guerre. Et là, je reviens sur mes questions de déplacés. Empêcher le retour d'une population dans un endroit, c'est avant tout contrôler le territoire et peut-être le redistribuer à des populations qui ensuite vont travailler pour vous. Voilà, donc encore une fois, nous, en géographie, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment, qui contrôle, à quelle fin, donc pourquoi, et quelle est la vision de ces acteurs qui contrôlent le territoire. Cyril Roussel, merci beaucoup. On arrive malheureusement en fin d'émission, donc je tiens à rappeler que vous allez bientôt quitter Erbil et retourner à Poitiers. C'est ça, dans 2 mois, mon contrat se termine ici. Voilà, malheureusement, mais vous continuerez bien sûr de travailler sur la région, de vous déplacer dans le cadre de vos travaux de recherche. Quels sont, on a parlé un petit peu de vos derniers travaux en début d'émission. Vous revenez au Kurdistan bientôt ou comment ça va se passer pour vous la suite ? Donc je reviens au mois d'octobre pour passer 3 semaines, 1 mois, pour maintenir, en tout cas, nous c'est essentiel, maintenir un lien avec les institutions avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire les centres de recherche ici, les universités locales, que ce soit à Mossoul ou à Erbil, des instituts de recherche. On a l'Académie kurde, l'IRDK, l'Institut de recherche et de développement sur le Kurdistan, qui font appel à des chercheurs kurdes pouvant venir de la diaspora, mais avec lesquels on essaie de travailler. Et nous, notre but au CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique, c'est de monter des projets de recherche avec nos partenaires sur le terrain. Donc là, on aimerait monter un projet sur l'enjeu de la reconstruction, notamment dans la région de Mossoul. Et je pense qu'on a là beaucoup de travail en perspective. Donc moi, ce qui va me motiver, ça va être essayer de monter une équipe ici et de pouvoir obtenir des financements, un budget, pour pourquoi pas employer, faire travailler des doctorants, donc des étudiants qui feront des doctorats, aussi bien en France, qui viendront travailler ici, mais aussi des Irakiens, kurdes ou pas, qui travailleront sur leur pays, financer des bourses, faire des colloques, des conférences, publier, etc. etc. Voilà, ça c'est vraiment mon travail en plus de mes recherches personnelles. Très bien, merci beaucoup. On vous souhaite bien sûr le meilleur dans vos projets. On espère vous recevoir à nouveau lors d'un de vos passages au Kurdistan. Quant à moi, je remercie nos auditeurs et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'En français depuis le Kurdistan. Merci beaucoup Cyril Roussel. Merci et à bientôt, j'espère aussi.